Bonsoir à tous. Le talk de Label Radio et Télévision est très honoré aujourd'hui de recevoir une femme d'État, une femme africaine, une grande dame, Madame Catherine Samba-Panza. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci beaucoup à vous d'être avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Nous allons, grâce à votre présence, pouvoir recueillir un certain nombre d'informations sur le leadership féminin, aussi sur votre rôle pendant la transition, parce que vous avez été chef d'État de la République centrafricaine. Et puis, on parlera forcément, peut-être rapidement, de la situation qui prévaut en République centrafricaine, votre pays. Et puis, on terminera encore une fois par le leadership, parce que vous militez dans cette sphère-là. Je vais commencer par vous présenter. Vous avez été chef d'État de la République centrafricaine. De quelle période à quelle autre période? De janvier 2014 à mars 2016, à peu près 2 ans et 2 mois, à peu près. Ok, ça a été une période difficile? Particulièrement difficile, parce que je suis venu trouver un pays en profonde crise, avec des divisions communautaires, avec des connotations religieuses, même si on ne l'accepte pas, avec des populations en grande détresse, parce qu'il y avait beaucoup de personnes déplacées, beaucoup de réfugiés également en dehors du pays, une administration qui était arrêtée, une économie à terre avec un tissu totalement déchiré, pas d'école, pas de santé, il fallait tout reconstruire. Une situation catastrophique. Catastrophique. On était en tout cas au bord du chaos. Ouais. Est-ce que votre position, vos statuts d'avocate, de mère de famille, d'épouse, d'ancien ministre, est-ce que tout cela vous a aidé à tenir le coup? Alors je vais rectifier une chose, je n'ai jamais été avocate, je suis juriste d'entreprise. Juriste d'entreprise, j'ai évolué dans les assurances, donc voilà, mais bon, je suis juriste d'entreprise et j'ai créé ma petite boîte d'entreprise. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes femme d'affaires? Oui, bon, à un petit niveau. Ouais. À un petit niveau, mais c'est vrai que j'avais des partenaires européens avec qui on s'est installé. J'ai embauché un certain nombre de Centrafricains, donc oui, chef d'entreprise plutôt. Ok. Et pourquoi avez-vous abandonné la communication alors que vous avez fait des études en communication? Je vais vous faire un aveu. Oui. J'avais une bourse pour aller à l'Office de radio-télévision française pour un stage de un mois et demi. Après, j'ai obtenu une bourse de la coopération française pour faire des études en communication. Je suis allée jusqu'en maîtrise, et en maîtrise, j'avais un collègue qui travaillait déjà à Radio Centrafrique. Dans une conversation, je lui ai demandé au fait quel est le statut des journalistes centrafricains, combien ils touchent, quels sont leurs avantages. Et quand il m'a dit ce qu'il gagnait, ça m'a fait réfléchir et j'ai préféré abandonner la communication. Et aller dans les affaires. Oui, et revenir au droit. J'ai fait du droit et ainsi, voilà. Mais est-ce que cela vous sert quand même aujourd'hui? Oui, dans l'expression, dans l'utilisation des outils de communication, dans les médias. Je pense que j'ai une approche qui est différente de ceux qui n'ont jamais eu à faire de la communication. Et vous avez été aussi maire, en tout cas maire, mairesse, qu'est-ce que vous choisissez? Maire. Maire de la ville de Bangui. Pendant 6 mois. Pendant 6 mois seulement? De juin 2013 à janvier 2014, c'est-à-dire ça a été une transition pour aller à la tête de l'État en tant que... Et vous avez pu quand même poser des actions, de grandes actions? Oh, quand je suis arrivée, la mairie n'existait que de nom. Les ex-Sélica avaient totalement envahi la mairie, y avaient installé leurs quartiers généraux. Il fallait les déloger, réhabiliter la mairie, reconstituer les archives de l'état civil qui avaient été totalement pillées. J'ai pu bénéficier donc de l'appui de l'association des maires francophones et donc j'ai pu commencer à faire quelque chose. Mais j'ai surtout été très sollicitée en tant que maire d'une ville en proie à des violences. Et il me fallait déjà à ce niveau-là
commencer à aller vers les populations, me préoccuper de leur sort, essayer de les ramener dans les zones qu'ils ont abandonnées, dans leur domicile, ça n'a pas été facile. Alors vous avez utilisé une expression, les Balaka. On parle de Balaka, anti-Balaka, Seleka. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire la lumière sur ces deux groupes-là? C'est des oui. factions Oui, rivales? absolument. Ce sont des groupes armés. Alors, les ex-Seleka... Pourquoi on dit ex? Ils sont toujours là? Bon, en fait, le président en exercice à l'époque avait dissous ces groupes armés, donc il n'était plus question de parler de Seleka, d'ex-Seleka. Ils sont toujours Seleka et ils sont toujours là, vous avez parfaitement raison. Ce sont des groupes qui sont partis de revendications sans doute légitimes, mais qui, dans leur progression vers Bangui pour conquérir le pouvoir, se sont associés avec un certain nombre de mercenaires, de jeunes désœuvrés, etc., essentiellement musulmans, qui sont arrivés à Bangui, qui ont conquis le pouvoir, mais qui ont commis beaucoup d'exactions, surtout à l'endroit des populations non musulmanes. Alors évidemment, on a eu la contre-réaction des groupes armés d'obédience chrétienne, mais vous avez les animistes, vous avez les non-animistes, les non-chrétiens, etc., en face, qu'on appelle anti-Balaka. Anti-Balaka. Voilà, donc on a ces deux groupes qui se sont affrontés jusque-là et qui continuent de s'affronter. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Alors il faut dire aussi que vous êtes formatrice en droits humains au niveau d'Amnesty International. Oui, pendant des années, j'ai été très active au niveau de la Ligue des droits de l'homme en République centrafricaine, des organisations de défense des droits de l'homme en général, et j'ai été formatrice dans le programme Afrique d'Amnesty International. J'ai sillonné beaucoup de pays, Rwanda, RDC, Burundi, tout ce que vous voulez pour faire des formations en droits de l'homme. Cela veut dire qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans le sens d'installer véritablement les droits de l'homme dans les pays africains. Absolument. Vous savez, au sortir des années 90, où vraiment le processus de démocratisation prenait de l'ampleur, il y avait de la place pour les organisations de défense des droits de l'homme et surtout pour ceux qui s'investissaient dans la promotion de la démocratie. J'ai fait beaucoup de formations en droits de l'homme, beaucoup d'observations électorales dans presque tous les pays qui commençaient à se mettre donc, dans le processus de démocratie. Donc j'ai été très active. J'ai été secrétaire générale puis vice-présidente de l'Association des femmes juristes de Centrafrique. Et à ce titre-là, j'étais impliquée aussi bien au niveau national qu'au niveau international dans toutes les activités de défense des droits de l'homme et de promotion des droits de l'homme. Alors, des droits de l'homme aux droits de la femme, il y a juste un petit pas que vous avez franchi. Vous êtes droits de l'homme, à notre époque, oui. On parlait de droits de l'homme avec un grand H, oui. Et il y a eu une évolution sémantique. Maintenant, on parle des droits humains. OK. Et vous vous battez contre les mutilations génitales, les violences faites aux femmes. Ça aussi, c'est une triste réalité. Absolument. D'abord, il était question de faire connaître à la femme centrafricaine ses droits. C'est important. Si elle ne connaît pas ses droits, elle ne peut pas les revendiquer. Et il était important également de conseiller les femmes quand elles étaient en difficulté de droit. Et nous avions donc, dans le cadre de notre association de femmes juristes, ouvert un cabinet d'orientation et de conseil juridique où nous recevons les femmes en détresse qui avaient besoin d'être assistées, d'être accompagnées dans leurs requêtes en matière de droit. Et donc, les femmes étaient véritablement en difficulté dans un pays comme la Centrafrique où il y avait beaucoup d'autres difficultés politiques, sécuritaires et sanitaires. Absolument, mais en Afrique et en Centrafrique, c'est pareil, il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup de stéréotypes qui font que les femmes n'osent pas revendiquer leurs droits. Elles savent qu'elles ont ce droit. Elles n'osent même pas y aller parce qu'elles ont peur du qu'on dira-t-on, elles ont peur de la remontrance familiale, etc. Et tout. Donc, il nous appartenait de les aider, de les accompagner, de les encourager à ce niveau-là. Et on a senti qu'il y avait réellement un besoin. Et nous avons eu l'avantage d'installer notre centre d'information juridique dans le palais de justice. Donc, les femmes qui avaient des difficultés dans les procédures devant les juridictions
venez automatiquement nous voir. Alors, il faut pouvoir avoir réglé définitivement les problèmes des droits des femmes pour parler de leadership féminin, ou bien les deux peuvent aller ensemble? En fait, c'est en m'investissant, je prends mon exemple, dans la défense des droits des femmes. C'est mon investissement en mon investissant sur le terrain pour la promotion de la démocratie, pour la promotion des droits de l'homme, que je suis devenue une femme leader. Parce que la femme leader est une femme, c'est quelqu'un qui a la capacité d'avoir une vision, d'entraîner son équipe vers cette vision, de développer des stratégies pour les mettre en œuvre. Donc la femme leader oriente, guide et aide à transformer sa société. Et je suis devenue femme leader par mes engagements. Avant d'être chef d'État ou... Ah, bien avant. Bien avant. Là, je vous parle des années 90 jusqu'à ce que je devienne chef d'État. Et c'est tout cela, tout ce dont on a parlé, qui a, je crois, milité en faveur du fait que vous ayez été choisi pour être chef d'État, la toute première chef d'État en Centrafrique. Tout à fait. Les femmes centrafricaines avaient besoin du leadership d'une femme. Elles voulaient rompre avec la traditionnelle gouvernance par les hommes et elles recherchaient une femme leader. Et du fait de mes engagements, de ma proximité avec les femmes et avec les enfants également, puisque qui dit protection des droits de femmes parle de protection des droits des enfants également. J'avais cette proximité avec les femmes. Et du fait que j'ai été mère, j'avais la proximité également avec les communautés à la base. Mère de Bangui ou mère de famille? Mère de Bangui oui. Et mère de famille également. Donc, du fait de cette proximité, elles en pensaient que je répondais davantage aux critères de femme leader qu'elles voulaient mettre en avant pour diriger cette période difficile que traversait la République centrafricaine. J'avoue que quand elles sont venues me voir, j'ai beaucoup hésité parce que je n'avais pas la fibre politique. J'ai toujours été de la société civile, même si au niveau national, je me suis beaucoup impliquée dans les processus de réconciliation nationale, que j'ai eu à mener des combats avec des connotations politiques, parce que tout ce qu'on fait a des connotations politiques. J'étais essentiellement société civile. Donc, aller comme ça aux affaires politiques à un moment aussi difficile. J'ai hésité, mais elles m'ont convaincue. Je vais vous dire pourquoi elles m'ont convaincue. C'était un réseau de femmes croyantes. Vous aviez des catholiques, des protestants, des musulmanes, etc. Des femmes croyantes qui sont venues me voir. Je me disais, mon Dieu, si je ne réponds pas à l'appel de ces femmes croyantes, peut-être que quelque part j'aurais manqué un rendez-vous. Parce que derrière l'appel de ces femmes, il y avait peut-être l'appel de Dieu aussi. Exactement. C'est une question qu'on se pose. Même si je n'avais pas cette certitude, j'ai hésité longtemps, mais elles m'ont convaincue et j'ai accepté d'y aller. Et j'avoue qu'elles m'ont soutenue spirituellement par la suite. Et c'était très important pour moi. Il y avait aussi qu'avec les hommes, ça n'allait pas du tout. Depuis 1960, la République centrafricaine, coup d'État, rébellion, on a eu toutes sortes de situations négatives, j'allais dire, avec les hommes. Donc il fallait essayer peut-être avec une femme. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont dit, essayons une femme. Et même certains hommes sont allés dans le sens en disant, il faut reconnaître que nous avons mal dirigé ce pays. Essayons les femmes. Mais quand je suis arrivée et qu'elles ont vu que c'était une femme déterminée et forte, ça commençait à déranger un peu l'ego masculin. Ah. Alors il faut dire que vous êtes la présidente comment je vais dire ça, de l'Observatoire panafricain du leadership féminin. Parlez-nous un peu de cet observatoire et c'est peut-être la raison de votre présence ici à Libreville, au Gabon. Absolument. En fait, en août 2016, il y a deux institutions, le Cercle d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique, SICA, et l'Institut international de droit d'expression et d'inspiration française, IDEF, qui ont eu la merveilleuse idée d'organiser un forum sur le leadership féminin à Lomé. J'ai été conviée, ils n'espéraient pas trop que j'y vienne, j'ai payé mon billet, je suis arrivée parce que ça m'intéressait. Et quand je suis arrivée, nous avons passé quelques jours à mener un certain nombre de réflexions sur la contribution des femmes leaders dans le développement économique, dans la transformation de la société en Afrique, etc.
Et les participants à ce forum ont décidé de mettre en place un outil de veille, un observatoire qui suive l'évolution du positionnement de la femme dans tous les secteurs, un outil qui permette la réflexion, une plateforme qui puisse mener des formations, des actions, le plaidoyer en faveur des femmes. Et bien entendu, naturellement, j'ai été cooptée pour être à la tête de cet observatoire. Alors cela vous permet d'avoir une visibilité, une lisibilité de la situation qui prévaut en Afrique au niveau du leadership féminin. Quelle est-elle, cette situation? D'autant plus que les membres du conseil d'administration de l'OPALEF proviennent de 9 pays d'Afrique. Égypte, RDC, Gabon, Togo, Sénégal, Bénin. Donc nous avons des retours de la situation des femmes leaders dans ces pays, mais de la situation de la femme tout court dans ces pays-là. Et donc, nous avons d'abord commencé par mettre en place les textes de base. Nous avons créé les structures. Nous avons tenu une première assemblée générale, un premier conseil d'administration où nous avons arrêté les actions à mener, les moyens pour mener ces actions convenablement. Et donc, on a commencé à nous faire connaître. Nous avons participé à beaucoup de forats au niveau international pour expliquer cet observatoire et pour rechercher des partenariats. Naturellement, quand un pays comme le Gabon organise une conférence sur le leadership féminin, l'OPALEF se fait un devoir d'être présent pour partager son expérience et également recueillir l'expérience de terrain des femmes de ces pays-là. Ok, bien chère Madame Samba Panza, nous allons marquer une pause et regarder un reportage, c'est d'ailleurs le seul de notre émission, qui parle justement de la 2e édition des Journées nationales du leadership féminin au Gabon. La thématique de cette 2e édition est la suivante: leadership féminin, outils de changement et de développement de la société gabonaise. Pendant cette conférence nationale du leadership féminin, nous allons pouvoir échanger avec toutes les femmes qui seront présentes. Et donc nous avons souhaité mettre en place un atelier de formation pour les femmes, pour qu'elles puissent être initiées effectivement aux questions du numérique. Nous avons la chance cette année, comme vous le savez, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière, d'avoir une marraine. Pour cette édition, nous avons une marraine et pas des moindres, je peux vous l'assurer. Demain, nous serons du côté donc, de l'aéroport de Libreville pour accueillir Madame Catherine Samba Panza, qui a été effectivement chef de l'État de la transition en République centrafricaine et qui actuellement est également la présidente de l'Observatoire panafricain du leadership féminin. Donc elle est vraiment la personne attendue par rapport à ces questions de leadership et qui pourra venir justement partager avec nous en termes de regard croisé de son expérience, aussi bien sur le plan national, aussi bien sur le plan continental et international, de ce qu'elle a pu, elle, en tant que femme leader, apporter en matière de leadership et qu'elle continue d'ailleurs à faire. Cette 2e conférence sur le leadership féminin de Libreville verra la participation de plusieurs associations féminines qui militent pour le rayonnement de la condition de la femme et son autonomisation. Ce sera l'occasion de les aider dans le renforcement de leurs aptitudes afin de les rendre plus aptes en matière d'entrepreneuriat. Plusieurs panels ont été retenus et l'invité spécial à ces assises, Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la transition en République centrafricaine. Cet observatoire est composé de toutes ces personnalités qui vont réellement prendre en compte les questions liées au leadership des femmes. Tout ce qui est préoccupation qui nous concerne et qui constitue également un obstacle et difficulté à l'émergence de la femme. Selon la présidente du comité d'organisation, la femme doit oser entreprendre, aller jusqu'au bout de ses ambitions, entreprendre pour changer sa condition et partant tout le continent africain grâce à sa détermination. La 2e édition de la conférence sur le leadership féminin cette année sera appuyée par le ministère gabonais en charge de la décennie de la femme.
Alors, Madame Catherine Samba-Panza, vous êtes la marraine de ces deuxièmes journées gabonaises. Vous êtes la personne idoine, on allait dire. Quelles sont les actions qu'il faut poser pour faire avancer le leadership féminin dans les sociétés africaines? Oui, je pense que depuis plusieurs années, il y a eu des progrès dans l'évolution de la situation de la femme. On retrouve des femmes un peu partout, dans des métiers où on ne les voyait pas à l'époque. Elles dirigent des entreprises, elles essayent de s'affirmer sur le plan socio-professionnel et dans le domaine économique. Mais il y a beaucoup d'obstacles à leur ascension. Les plus grands obstacles, c'est lesquels? Ce n'est pas les hommes, hein? Non, il y a les hommes aussi, mais ce n'est pas les plus grands obstacles. D'abord, vous savez, nous sommes des sociétés en Afrique fortement traditionnalistes. Donc nous avons ce regard de la tradition qui essaye de peser toujours sur nous. Mais attention, c'est une tradition qui a été des fois mal interprétée. Parce que dans nos traditions, on met en valeur la femme, on met en valeur la mère. Dans les sociétés africaines, quand il y a des décisions à prendre, on recourt à la femme. On la consulte le soir. On la consulte, etc. et tout. Et on avait notre place. Et puis, par la suite, il y a eu des déviations parce que, bon, il a fallu avoir une affirmation des hommes, de certaines sociétés, etc., qui ont fait que, bon, la femme a perdu un peu de cette valeur, de ce respect. Et quand on voit nos sociétés maintenant, les jeunes ont perdu beaucoup de repères, beaucoup de valeurs, ce qui ne permet pas la mise en avant convenable de la femme. Donc il y a des stéréotypes. Déjà tout jeune à l'école, on apprend aux femmes à se tenir, à ne pas porter ci, à ne pas porter ça. On dit aux hommes de ne pas être à la cuisine. Une fille qui joue au ballon, on dit que c'est un garçon manqué, etc. et tout. Donc il y a tout ce poids de l'éducation, de la tradition qui pèse sur nous, qui pèse sur la société, qui pèse sur la gouvernance et les décideurs. Il y a beaucoup d'obstacles, mais il y a également un grand obstacle, ce sont les femmes elles-mêmes qui n'ont pas confiance en elles et qui n'ont pas confiance en les autres femmes. Ce qui fait que ce manque de solidarité et de confiance mutuelle affaiblit beaucoup les femmes dans leur volonté de s'affirmer. Et puis, il y a cette société phallocratique, qu'on le veuille ou pas, où les hommes dirigent, ont toujours dirigé, et peinent à vouloir partager le pouvoir. En passant, vous vous êtes battu aussi en République centrafricaine pour qu'un certain nombre de postes importants reviennent aux femmes. Oh oui. Avant même que vous ne soyez chef d'État. Oui, je me suis toujours battue pour ça, mais on n'avait pas des résultats parce que tant qu'une femme n'est pas à la tête des instances de prise de décision, elle peut parler, mais ce n'est pas souvent suivi d'effets. On a toujours revendiqué la parité, on a toujours revendiqué davantage de femmes à des postes de prise de décision. On avait quelques représentantes qui étaient là, mais ce n'est pas comme on le voulait. Moi, quand je suis arrivée à la tête de la transition, je me suis dit, aux politiques des femmes, il faut des femmes politiques. Je suis une femme politique qui a le pouvoir de décision et de faire beaucoup pour les autres femmes. Et donc j'ai pu d'abord initier la loi sur la parité, qui n'a pas été votée sur mon mandat pour des raisons politiques, mais qui a quand même été votée. Je suis contente d'avoir initié cette loi sur la parité, mais j'ai exigé la parité dans mon gouvernement, à mon cabinet présidentiel et dans beaucoup de sociétés d'État et d'économie mixte. Et ça a marché, le ciel ne vous est pas tombé sur la tête. Ah non, vous savez quoi? Avant qu'un ministre n'amène un texte de nomination ou de réorganisation d'un département, il commence par demander « trouvez-moi les femmes » parce que la présidente ne va pas signer mon décret s'il n'y a pas assez de femmes. Ça, c'est important. Et ils ont commencé à rechercher. J'ai obtenu quelque chose parce que quand on demande aux hommes de nommer des femmes, ils disent « oui, mais on ne les voit pas, on ne les connaît pas, elles ne sont pas visibles ». J'ai fait un répertoire des compétences féminines avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement qui nous a financé ce répertoire, secteur par secteur. Et donc quand on me dit que « ah mais on ne sait pas quelles sont les femmes à nommer », j'ai dit « mais vous avez un répertoire
Et on peut puiser dans ce répertoire. Vous pouvez puiser dans ce répertoire. Alors, comme quoi, il ne suffit pas seulement de mettre les filles à l'école, de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de filles à l'école pour atteindre le leadership féminin. Il faut beaucoup plus, il faut des actions beaucoup plus engagées. Absolument. Et je vais aller encore plus loin dans l'autre sens. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour être leader. Leader femme. Dans nos marchés, nous avons nos mamans qui sont des leaders. Au niveau des villages, vous avez des femmes leaders qui n'ont jamais été à l'école parce qu'elles ont la capacité de mobiliser les autres femmes pour essayer d'apporter quelque chose dans leur communauté. C'est bien qu'il y ait des femmes leaders instruites pour leur permettre de mieux se défendre, mieux persuader, parce que c'est important de savoir persuader, développer son argumentation. Mais même quand on n'est pas instruite, même quand on n'a pas été à l'école, on peut être une femme leader efficace. OK. Et comment est-ce que vous allez participer à cette deuxième journée ici au Gabon? Quel va être votre rapport? Vous êtes déjà la marraine, donc vous chapeautez tout, mais qu'est-ce que vous allez poser comme acte? Déjà à l'ouverture, je vais prononcer un discours pour partager mon expérience de femme leader ayant conduit un État dans des conditions particulièrement difficiles. C'est important. Les femmes ont besoin de modèles. Les femmes ont besoin d'exemples. Et il leur faut savoir davantage sur moi, sur ma gouvernance à la tête de l'État de transition en République centrafricaine. Et surtout, j'ai eu à le dire il n'y a pas longtemps, après le pouvoir, une femme leader peut continuer à apporter, une femme politique peut continuer à apporter. Et c'est ce que vous faites d'ailleurs. C'est ce que je fais. Je suis, en plus d'être présidente de l'OPALEF, je suis coprésidente du réseau panafricain pour la prévention et la gestion des conflits qui a été mis en place par l'Union africaine. Et à ce titre, je vais partout essayer de sensibiliser pour mettre en place les organes locaux, à faire des missions de solidarité. Vous savez, nous sommes dans une période où il y aura beaucoup d'élections en Afrique. Et la période des élections est la période propice pour la naissance des conflits. Nous avons décidé d'aller dans les pays où il y aura des élections pour faire de la sensibilisation, pour que les femmes s'impliquent davantage, fassent de la veille, de l'observation, pour prévenir les crises et les conflits. Là, c'est également un pan d'activité qui me prend beaucoup de temps. La semaine prochaine, nous allons au niveau de l'Union africaine former une 50aine de femmes médiatrices parce que nous avons besoin de femmes qui s'impliquent dans les conflits. Souvent, vous avez des missions de règlement de conflits où il n'y a pas une seule femme. On nous dit « Ah, mais elles n'ont pas les compétences nécessaires. Ah, mais on ne sait pas où les trouver. » Maintenant, nous allons faire donc des bases de données des femmes avec toutes ces compétences. On va leur donner les compétences nécessaires pour pouvoir les intégrer dans les missions de règlement de conflits, même si pour le moment, il est peut-être difficile qu'elles dirigent réellement. Bientôt, nous allons en RDC, parce que c'est une grande préoccupation pour nous. Nous irons au Burundi, et puis nous allons de l'autre côté, également Mali, Côte d'Ivoire, dans ce cadre-là. Donc, en plus, femme leader, je m'occupe beaucoup de paix et de règlement de conflits et de médiation. Vous êtes donc très occupée, très engagée, et on ne comprend pas pourquoi vous n'aimez pas faire la politique. Je n'ai pas la fibre politique. C'est quoi la fibre politique? Ah, vous savez, avoir la fibre politique, d'abord se vouloir le pouvoir pour le pouvoir, conquérir le pouvoir pour Mais dans le leadership féminin, il y a un peu de pouvoir, il y a même du pouvoir. Oui, mais orienté positivement. La politique politicienne est différente. J'ai été à un certain niveau de la politique. J'ai vu que la politique était un milieu très compliqué. Rien n'est jamais noir, rien n'est jamais blanc. Il n'y a pas souvent de valeurs éthiques. Et quand je discute avec tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Et quand je discute avec les femmes que j'essaie d'encourager à aller en politique, elles me disent que nous n'avons pas cette nature. Et souvent, elles me disent que la politique est sale. Mais ça, c'est l'aspect négatif, c'est la mal politique, j'allais dire. Non, mais c'est la perception primaire que souvent les femmes ont de la politique. Au-delà de ça,
Moi, je leur Normalement, la explique. politique, ça doit être quelque chose de bien. Voilà. Au-delà de ça, je leur explique qu'on a besoin de femmes politiques pour gouverner autrement, pour essayer d'imposer également une émergence de femmes, transformer la société, nos sociétés africaines en tenant compte de nos cultures qui ne sont pas souvent que négatives. Nous avons des aspects très positifs de notre culture que nous pouvons mettre en avant et il nous appartient, nous femmes, de transmettre ces cultures positives aux générations à venir à travers nos enfants. Alors, on va rester dans la politique, parler de votre mandat. Ça a duré combien de temps, on peut le rappeler? 2 ans, 2 ans et 2 mois. 2 ans. Vous avez dit que ça a été une période particulièrement difficile. C'est vrai que vous avez trouvé un pays, j'allais dire, en décomposition. Est-ce qu'au terme de votre mandat, on peut dire qu'il y a eu de grandes avancées? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez fait? En termes de chiffres, pour vous donner une idée, quand je suis arrivée, le 20 janvier 2014, le taux du PIB était à moins 37%. Quand je partais, il était à 4%. Plus 4%. Plus 4%. OK. Déjà, en termes de croissance, c'est déjà pas mal. Quand je suis arrivée, j'avais 69 sites de déplacés. 69 sites de déplacés, comprenant 600 000 personnes déplacées. Quand je partais, il restait 17 sites de déplacés avec 175 000 personnes déplacées. Les réfugiés qui étaient d'environ 400 000 personnes à l'extérieur commençaient à rentrer. Donc c'est déjà pas mal. J'ai pu obtenir une consultation populaire à la base. J'ai estimé que pour conduire des réformes, il fallait avoir le point de vue des populations qui étaient souvent négligées. Nos dialogues nationaux, nos conférences de réconciliation allaient du haut vers le bas. J'ai estimé que c'est le contrat qu'il fallait faire. Consulter les populations, leur demander ce qu'elles attendaient de leurs gouvernants et quelle était leur vision, leurs attentes de la future Centrafrique. Une fois que j'ai recueilli tout ça, nous avons organisé un forum, le forum de Bangui, qui était un forum de réconciliation et de reconstruction. Et au cours de ce forum, nous avons arrêté un certain nombre de grandes recommandations qui sont l'architecture de la République centrafricaine que nous voulons pour les années à venir. Nous avons pu obtenir un début de reconstitution de notre armée, même si dans le cadre de résolution des Nations Unies, on ne pouvait pas totalement avoir les forces de défense et de sécurité totalement Il était surtout difficile d'avoir les moyens à donner à cette armée. Ça a été ma bagarre, mais on était sous le coup de l'embargo et des résolutions des Nations Unies. Et petit à petit, les nouvelles autorités sont en train de lever ces embargos-là. J'ai pu obtenir une levée partielle de l'embargo sur les diamants. Ça, c'est important. Ça a permis d'apporter des ressources additionnelles au pays. Et puis c'était l'objectif de la transition. J'ai pu organiser des élections pour un retour à l'ordre démocratique. Ouais. Maintenant, j'ai pu mettre en place des nouvelles autorités et des nouvelles institutions. Je pense que c'est déjà pas mal, mais je ne peux pas dire que je suis satisfaite. Alors, quand on regarde le point de la situation aujourd'hui en République centrafricaine, il y a encore de grandes difficultés. Quelles sont-elles? C'est des difficultés essentiellement sécuritaires et humanitaires, l'un étant lié à l'autre. Vous savez, la République centrafricaine a été profondément touchée par les conflits, par les violences, par les crises. Donc ça laisse des traces. Ça laisse des traces physiques dans le pays, ça laisse des traces dans l'esprit et dans le cœur des populations. On ne peut pas, du jour au lendemain, faire oublier aux populations tout ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de rancœur encore, beaucoup de rancune. Et le retour de la paix est un processus. La consolidation de la paix est un long processus. Et c'est ce qui est en train de se faire. Et dans ces processus, on a souvent des hauts et des bas avec des pics. Et c'est ce que nous sommes en train de connaître. Mais nous avons la chance d'être accompagnés par la communauté, la solidarité africaine qui a joué, la communauté internationale qui continue à nous accompagner et nous espérons nous en sortir.
Dans quel délai à peu près? Ah, je ne peux pas vous le dire. Dans quel délai on peut retrouver un pays, la République centrafricaine, vraiment qui Je ne s'engage peux pas- dans son développement? Je ne peux pas vous le dire, mais il y a des pays qui ont connu pire que nous et qui aujourd'hui sont des pays émergents. Je prends le cas du Rwanda, je prends le cas de l'Angola. L'Angola, c'est 50 ans de guerre civile. Et c'est ce que, d'ailleurs, à l'époque, mes pères venaient me dire, Madame la Présidente, soyez forte. Nous, pendant 50 ans, on n'a connu que ça. Le Burundi, c'est pareil. Donc, il y a des pays qui ont connu pire que... Donc vous que gardez nous. espoir. Oui, Vos rapports avec votre successeur, correct. il vous consulte sur des questions sensibles? Non, je ne suis pas consultée. J'estime que les nouvelles autorités ont été élues sur la base d'un programme, sur la base d'une vision. Il faut leur laisser le lead de la mise en œuvre de C'est vous leur... qui ne voulez pas ou... Voilà. Je pense que... Pourtant, vous avez dit que vous êtes disponible. Oui, mais je me suis obligée à une certaine réserve au niveau national. J'ai conduit la transition, ce qui implique de développer une forte personnalité, un fort lead. Je n'ai pas voulu gêner les actions des nouvelles autorités et je me suis mise un peu en retrait. Et bon, je développe mes activités en dehors des autorités. On a envie de vous demander si l'idée peut vous prendre d'avoir envie de vous présenter dans le futur. Oui, c'est une question qui m'est souvent posée. Pourtant, j'ai eu à déclarer de par le passé que la politique n'était pas ma tasse de thé, mais j'ai des femmes, souvent des femmes, des jeunes qui me disent « Madame la Présidente, n'êtes-vous pas tentée Une femme par, leader Voilà. Je réponds ceci. Bon, d'abord, ce n'est pas encore d'actualité. Et ensuite, pour le moment, je m'efforce de faire bien ce qui m'est confié dans le cadre de mes associations, dans le cadre de l'Union africaine. Et puis, bon, par la suite, on verra ce que l'avenir nous réservera. Ok. On va entrer dans vos 6 mètres, comme on dit chez les footballeurs. Nous sommes en plein mondial, là. On va parler un peu de votre époux. Est-ce lui qui vous a fait glisser vers la politique? Parce que M. Samba Panza a été longtemps et plusieurs fois ministre. Est-ce que ce n'est pas lui qui vous a inoculé le virus que vous le vouliez ou non de la politique? Je vais vous étonner, c'est vrai, M. Samba Panza a été une personnalité politique importante qui a milité pour la démocratie, s'est battu, etc. et tout. Mais à chaque fois qu'ils avaient une réunion politique à la maison, j'allais me mettre dans le coin et je m'occupais de mes affaires de société civile en leur disant « Vous avez des débats inutiles, des longs débats qui n'aboutissent sur rien du tout. » Ça ne m'intéressait vraiment pas. Mais mon mari était très, très politique. Malheureusement pour nous, au moment où j'entrais en politique, il a fait un AVC. Il n'a pas pu m'apporter toute la contribution et le soutien de son expérience. Donc j'ai dû me battre seule. Mais avec l'appui de vos enfants? Ah oui, mes enfants m'ont beaucoup accompagnée, notamment ma fille qui était à mes côtés. C'est l'aînée? Non, ma fille est la deuxième. Vous avez 3 enfants? J'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Les 2 garçons sont en France. Dans quel secteur d'activité? L'aîné travaille dans une banque, que je ne citerai pas, à la Défense. Et l'autre garçon est dans l'agroalimentaire. Puis ma fille est ambassadeur de la République centrafricaine en Guinée équatoriale. Et à quel poste elle était à vos côtés? Elle était chef de cabinet, chef de cabinet particulier. Alors il y a des voix qui se sont élevées contre cela, mais vous avez défendu votre position. Oui, non, mais j'ai répondu d'un revers de main parce qu'il y a des exemples. C'est plus la compétence qui a joué. Oui, il y a des exemples en France, en Afrique, partout. Je ne vois pas pourquoi se focaliser sur ma fille qui a fait des études, qui a les compétences qu'il faut et qui se bat bien. Et comment est-ce que vous avez fait pour concilier vos rôles de femme d'État et de mère de famille? J'ai essayé de le concilier absolument parce que depuis toujours, avec mes nombreuses activités, il me fallait concilier ce rôle-là. Vous serez surpris, mais quand il y a des gens qui venaient à la maison en tant que chef d'État,
Des fois, il me retrouvait à la cuisine en train de faire un plat que j'aime et que je n'aime pas laisser aux domestiques faire. Moi-même, je fais mon plat, mais je trouve le temps, évidemment, dans les 24 heures que j'ai, d'avoir 1 heure ou 2 heures, vraiment que je consacre à ma famille. Ça me permet de me ressourcer. Comme quoi, on peut être leader, femme d'État et mère de famille. Absolument. Et c'est des situations qu'on peut... Qu'on peut gérer, simplement parce que la femme a la capacité de gérer plusieurs choses à la fois. Avec quelle qualité? Avec quelle qualité? La première, c'est l'ouverture d'esprit, la capacité d'écoute, c'est très important également. Le sens du sacrifice, c'est également très important. Et surtout, la nécessité d'être gardienne des valeurs. C'est très important. Et de communiquer ces valeurs. Et donc, je pense que les femmes qui nous écoutent sont rassurées, les hommes également, parce que des fois, les hommes ont peur des femmes qui ont le sens du pouvoir, qui tiennent les choses bien en main, et ce n'est pas toujours très évident qu'ils acceptent de lâcher du lest. Et donc, je pense que ceux qui nous suivent sont rassurés. Celles qui nous suivent également peuvent savoir qu'on peut concilier vie de mère de famille, vie de femme chef d'entreprise, par exemple, et puis beaucoup d'autres choses. C'est important que les femmes puissent gérer tout cela en même temps, tout en étant chef d'entreprise, tout en étant vraiment des centres de pouvoir. Il faut garder sa féminité. Il faut savoir être femme, mère, épouse. C'est très important. On n'a pas besoin d'avoir une main de fer. Sinon, on perd un peu de son charme, on perd un peu de ses valeurs. On n'est plus soi-même. On est une personne, totalement déphasée de sa nature profonde de femme. Donc, se battre pour le leadership féminin, une femme leader, eh bien, ce n'est pas forcément quelqu'un qui n'est plus une femme. Oui, ce n'est pas une virago en tout cas. Oui, ok. Alors, l'actualité nous dit que à l'OIF, à l'Organisation internationale de la femme, eh bien, excusez-moi, à l'Organisation internationale de la francophonie, il va avoir, j'allais dire, un combat épique entre deux femmes. Très souvent, vous avez dit quelque part que les femmes ne se font pas de cadeaux. Je ne sais pas, de ma compréhension, si c'est un combat épique entre deux femmes. Parce qu'on a la ministre du Rwanda. C'est un chef d'État qui a décidé que dans le cadre de ses relations et de l'ouverture qu'il veut faire en direction d'un autre État, il serait sans doute préférable d'avoir une femme africaine à la tête d'une institution. La secrétaire générale actuelle estime qu'elle est africaine, qu'elle est femme et qu'elle peut continuer de faire l'affaire. Absolument, tout à fait. C'est son droit. Vous pensez que qu'est-ce qui va... Ce sont des choix politiques. Ce sont des choix hautement politiques. Et ces femmes-là, j'espère qu'elles ne vont pas faire les frais de ces choix politiques d'hommes. Ok, on va parler maintenant de la situation des femmes chefs d'État en Afrique. Il n'y en a pratiquement plus. Oui, il y avait vous avez fini votre mandat. Je vous l'accorde. Vous n'êtes pas sûr de... Vous n'avez pas encore pris la décision de revenir. Au Libéria, Hélène Johnson Sirleaf a fini, elle a passé la main à George Weah. Mais il y a quand même une vice-présidente. Oui, il y a une vice-présidente, mais ce n'est pas la présidente. À l'île Maurice, la présidente a été contrainte à démission. Il n'y a plus de femmes présidentes en Afrique. C'est vrai. Cela est à déplorer. Cela est à déplorer et il y a beaucoup de Pourtant, travail à faire. Pourtant, c'était bien parti. Hein? Oui, c'est à déplorer. Il y a beaucoup de travail à faire pour vraiment faire naître ce désir aux femmes d'être un peu plus présentes au plan politique. Mais souvent, elles n'osent pas, elles ont peur quand elles voient l'investissement personnel, financier que cela représente, les sacrifices personnels que cela représente. Parce qu'à ce niveau-là, on ne vous fait pas de cadeaux. Moi... Encore moins aux femmes? Pour avoir vécu cela, les médias ne vous font pas de cadeaux. On vous attaque, les adversaires vous attaquent dans votre vie personnelle. Ça, c'est le terrain politique qui est comme ça. Hein? Oui, mais je pense qu'il y a des choses qu'il ne faut pas encourager.
Avec les femmes, c'est encore plus, ah oui, avec plus les difficile, femmes, plus compliqué. c'est encore plus difficile parce qu'on nous attaque vraiment dans ce que nous avons de plus intime, de plus cher. On essaie de nous déstabiliser à ce niveau-là. Et beaucoup de femmes n'ont pas cette force de faire face donc, à ce genre de situation. Quelles sont les dispositions qu'il faut avoir? Quand on veut aller en politique, il faut avoir une force de caractère. Cela est très important. Il faut avoir une force de persuasion également, parce qu'il faut convaincre de sa vision, il faut convaincre de ses objectifs, il faut convaincre de son programme. Donc il faut avoir une force de persuasion. Et puis, la politique demande beaucoup de moyens, moyens physiques, parce qu'il faut battre campagne, il faut aller partout, il faut prendre des coups, moyens financiers également. Et puis, il faut maîtriser le monde institutionnel, le monde politique au niveau national, régional et international. Il manque souvent aux femmes des éléments d'information. Beaucoup de femmes ne s'intéressent pas à l'actualité et donc il leur échappe parfois les donnes dans la géostratégie, souvent. Il leur manque ça et dans la géopolitique également. C'est beaucoup de travail, aller en politique, si on veut faire la politique correctement. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Il faut avoir confiance en soi, c'est très important. Ça veut dire qu'il n'y a pratiquement pas de différence entre une femme qui fait de la politique et une femme leader. Oui, ben oui, absolument. C'est grâce à son leadership qu'elle peut aller en politique. Voilà. Notre émission va s'achever. Je vous donne l'occasion de parler certainement aux femmes du Gabon, parce qu'il y a les élections législatives dans quelques mois, mais aussi de parler à toutes les femmes d'Afrique, parce que tel que vous parlez, eh bien, je pense que ça les réveille et ça devrait pouvoir leur donner envie de vous rencontrer souvent pour être, j'allais dire, revigorés et puis aller à la conquête du leadership. Absolument. Je pense qu'il est important que nous ayons des femmes leaders. Ces femmes qui ont la capacité d'inspirer les autres femmes, de les guider, de les amener vers une vision partagée du monde, de l'Afrique, de leur société. Cela est très important. Et comme je dis toujours, aux politiques des femmes, il faut des femmes politiques. Quand une femme est à un certain niveau de prise de décision, elle peut influer sur le cours des choses. S'il y a beaucoup de femmes leaders qui ont le pouvoir économique, qui ont le pouvoir politique, on peut changer le cours des choses. Il faut beaucoup de femmes également pour modifier les lois qui empêchent l'ascension des femmes. Et pour ça, il faut davantage de femmes dans les assemblées, dans les sénats. Les femmes parlementaires ont cette capacité d'interpeller les gouvernants, d'interpeller les législateurs pour que les lois en faveur des femmes puissent évoluer. Cette année, il y aura beaucoup d'élections dans beaucoup de pays en Afrique. Il est très important que les femmes se mobilisent pour se soutenir mutuellement. De par mon expérience, j'ai vu que la solidarité des femmes s'effaçait devant la solidarité des partis politiques. Les femmes, qui sont les plus grandes électrices, suivaient les mots d'ordre de leur parti, mais ne suivaient pas le mot d'ordre des autres femmes. Je pense qu'il faut qu'on ait un autre regard et qu'on ait un sursaut et qu'on se réveille pour qu'il y ait davantage de femmes qui soient au Parlement et qui puissent nous défendre. J'entends souvent dire que la femme est l'ennemi de la femme. Oui et non. La personne humaine est l'ennemi de la personne humaine. C'est valable pour les hommes et pour les femmes. Que les femmes dépassent cet aspect négatif de leur jugement et qu'elles aient confiance aux autres femmes, qu'elles les soutiennent pour qu'ensemble, elles puissent avancer.
Madame Catherine Samba-Panza, merci beaucoup. Nous avons été très heureux et très honorés de vous avoir comme invité à cette émission. Nous pensons que ça a été le cas pour nos auditeurs et nos téléspectateurs. Merci beaucoup encore une fois. Et merci aussi à vous, public, d'avoir accepté de nous suivre. Nous nous retrouverons, comme toujours, sur les antennes de Label Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.